Nous, on regarde des entreprises autour de 10 millions de chiffre d'affaires, qui ont des fortes croissances évidemment. Nous, notre thèse, c'est vraiment faire passer les entreprises de 10 à 50, 100. Je pense que Partech a démontré depuis plusieurs années que ça a toujours été un pionnier dans le lancement de nouvelles stratégies. On a vu qu'il y avait un segment de marché qui était nouveau, innovant, qui est l'investissement à impact au niveau du gros. C'est un moment compliqué en ce moment que de lever des fonds à cause des incertitudes géopolitiques, des incertitudes macroéconomiques, etc. Notre pipeline des 12 derniers mois a jamais été aussi riche. On a des entreprises qui performent très bien. Toutes ces tendances de fonds dont je parlais tout à l'heure, en fait, elles sont réelles, elles sont là pour durer et il y a besoin de financement pour les accompagner. Le succès d'une entreprise donnée est rarement le modèle business qui avait été imaginé par les fondateurs au tout début. Investir juste sur des tendances à la mode qui peuvent partir comme revenir, il faut faire attention à ça. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission qui décrypte les coulisses de l'investissement, de la tech et plus particulièrement et plus généralement de l'écosystème en France comme en Europe. Aujourd'hui, on va parler investissement impact et on va essayer de décortiquer un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème après l'élection de Trump, parce qu'on va pouvoir en parler. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Saïd. Bonjour Rémi. Salut Benjamin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Bienvenue à toi dans l'émission. Merci. Rémi, tu es le General Partner de Partech et tu gères le fonds Impact de Partech. Tout à fait. Partech n'est pas connu historiquement comme étant le fonds d'investissement qui investit dans des cibles à impact. Est-ce que tu peux... on va y venir, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu en es arrivé à fitter avec la thèse de Partech, avec le fonds, avec ses General Partners, avec ses fondateurs, et puis peut-être avant cela, te présenter pour Très ceux bien. qui ne te connaîtraient pas encore, et nous dire un peu d'où tu viens et comment tu es tombé dans cette marmite. Super. Donc je m'appelle Rémi Saïd. J'ai un parcours assez simple. J'ai commencé dans le conseil en stratégie, puis ensuite je suis allé faire de l'investissement, mais de l'investissement à plus grande échelle chez Bain Capital. Ok. J'ai passé 8 ans. Et puis j'ai pris la décision il y a quelques années maintenant de vouloir créer une stratégie un petit peu différente, avec un peu plus de sens et de l'investissement impact. Et avec mon associé Arnaud, on a décidé de rejoindre Partech pour lancer cette stratégie. Et donc, pour revenir sur ta question sur pourquoi Partech, je pense que Partech a démontré depuis plusieurs années que ça a toujours été un pionnier dans le lancement de nouvelles stratégies. Partech a été un des premiers à lancer un fonds en Afrique, notamment. Ouais. Partech a été un des premiers à lancer un fonds seed il y a déjà 15 ans. Et dans les thématiques qu'il y a actuellement, on a vu qu'il y avait un segment de marché qui était nouveau, innovant, qui est l'investissement à impact au niveau du gross ou du pré-buyout. Et c'est notre positionnement. Et donc, nous, quand on a développé notre stratégie avec Arnaud, on s'est posé la question de qui serait le mieux à même de pouvoir nous accompagner dans cette stratégie. Et de manière assez naturelle, on en est arrivé à la conclusion que Partech était parfait pour ça. De par le côté innovant et technologique dont on a besoin pour avoir de l'impact, de par cette capacité démontrée à lancer des nouvelles stratégies innovantes de par les dernières années, et puis un fit évidemment avec les personnes avec qui on a été amené à discuter et travailler. On va y revenir, on va parler beaucoup de tout ça. Avant cela, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est de l'investissement avec Bain Capital? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce passage? Quand tu parles de grande échelle, tu parles de quoi? Je vais donner peut-être quelques exemples, notamment qui va parler aux personnes qui nous écoutent. Bain Capital a acheté il y a quelques années maintenant Maisons du Monde, un des acteurs de la décoration en France. Bain Capital a été aussi l'actionnaire principal de autodistribution, de Oscaro.com. Okay. Bain Capital a aussi travaillé sur une entreprise un peu moins connue du grand public qui s'appelle Davigel, mais qui permet de distribuer la nourriture au restaurant, enfin toute la partie approvisionnement. Donc c'est des entreprises, moi j'étais notamment responsable des investissements en France et en Europe du Sud. Et c'est des entreprises dans lesquelles j'ai été extrêmement impliqué, celles que je viens de décrire. Mais évidemment, ça n'a pas les mêmes échelles, parce que moi, maintenant, j'investis dans des entreprises qui sont de plus petite taille, très innovantes, très technologiques, là où les investissements de Bain Capital sont plutôt dans des entreprises qui ont déjà des centaines de millions de chiffres d'affaires,
mais avec toujours cet ADN qui est important et chez Bain Capital et qu'on retrouve chez Partech Impact, qui est une volonté de mettre à l'échelle et de transformer ces entreprises. Ou bien d'accélérer leur croissance, ou bien de leur permettre d'absorber des fortes croissances et donc de se structurer davantage. Et ça a été l'ADN de ce que j'ai développé comme compétence chez Bain Capital et qu'on met en œuvre maintenant chez Partech Impact. Et si on prend un exemple, donc on va encore plus dans le concret avec, je sais pas, Oscaro, peut-être que si c'est toi qui as traité ce deal. Tout à fait. Il y avait quand même une forme d'innovation, puisque c'était un site, il y avait beaucoup de choses. Est-ce qu'il y avait toujours au capital des acteurs type venture, type private equity, type... non, pas dans ce cas de figure. Pas dans ce cas, mais est-ce que tu as des exemples particuliers qui peut-être peuvent justement te permettre de faire le lien, la jointure avec le private equity et ce que tu fais aujourd'hui en growth? Alors, évidemment, parce qu'en fait, la manière avec laquelle on travaillait avec ces entreprises, c'est que les employés et l'équipe de management, les employés et un certain nombre d'acteurs étaient actionnaires de la société en parallèle de nous. Donc en fait, on avait ce co-actionnariat déjà et une volonté d'avancer ensemble de la même manière qu'on a cette volonté de travailler et d'avancer ensemble avec les fondateurs. Donc cet ADN-là, il était déjà présent. Et ensuite, la manière avec laquelle j'aime bien décrire le rôle d'un actionnaire, parce que quand on fait de l'investissement, on devient actionnaire d'une entreprise, mais on devient surtout un partenaire des personnes avec qui on travaille. Et moi, c'est ça qui m'a toujours animé dans mon parcours, c'est de travailler avec des équipes et d'avoir un projet commun dans lequel on a envie de construire ensemble. Et j'aime bien utiliser ce mot-là qui est le concept de science et d'art. Okay. La science, c'est que on va avoir, en tant qu'actionnaire, des droits qu'on va écrire dans un pacte d'actionnaires. Et ces droits-là vont être différents d'une entreprise à l'autre, mais en tout cas, il y a toujours un socle commun de choses qu'un fondateur, qu'un directeur d'entreprise ne peut pas faire sans l'accord de son conseil d'administration, de ses investisseurs. Et de la même manière, l'actionnaire ne peut pas faire des choses sans l'accord, évidemment, de l'équipe de management et des autres actionnaires. Donc, ce socle commun, c'est ce que j'appelle la partie science, qui permet d'avoir des règles de conduite commune. Mais la partie la plus importante pour moi, c'est cet aspect art et cet aspect collaboration. Et nous, ce qu'on fait chez Partech Impact, c'est qu'en plus d'amener du capital dans les sociétés, on amène, mon associé et moi, et l'équipe qu'on a construite, des compétences autres. On amène une volonté d'accompagner ces entreprises dans leur chemin de ce qu'on appelle de mise à l'échelle. On reviendra sur la stratégie de Partech Impact. Nous, on investit dans des entreprises qui font une dizaine de millions de chiffres d'affaires, qui ont déjà des dizaines de clients, mais qui sont encore jeunes. C'est plus encore des startups, mais c'est pas encore des entreprises qui ont un ancrage mondial, etc., etc. Et donc, on veut les amener de ce 10 millions de chiffre d'affaires à 50, 100 millions et devenir des vraies entreprises et multiplier leur impact et multiplier leur création de valeur. Et dans ce chemin-là, en fait, on s'est rendu compte que le capital uniquement ne suffisait pas et qu'il y a besoin d'un certain nombre de compétences, des compétences de structuration de l'équipe commerciale, des compétences de recrutement d'une équipe de management, des compétences éventuellement pour pouvoir faire le premier M&A, etc. Toutes ces compétences-là, c'est ce que j'appelle la partie art. C'est des compétences que nous avons développées dans notre passé et qu'on met au service de ces équipes et de ces entrepreneurs. Et donc, rien n'oblige un entrepreneur à aller appeler son investisseur ou son actionnaire quand il a un sujet qui le taraude. Et il n'y a pas un pacte qui dit si tu as un problème sur ce sujet-là, il faut que tu appelles ton actionnaire ou ton investisseur ou ton board member. Ce qui va l'encourager à le faire, c'est s'il voit qu'à chaque fois qu'il le fait, il y a un échange qui est utile pour lui et pour la société. Et c'est ça qu'on essaie d'apporter. En plus de notre capital, c'est de vraiment être là au contact de nos entreprises, au contact de nos fondateurs et les aider dans cette démarche de 10 à 50 qui requiert des compétences souvent nouvelles, qui sont très différentes de celles qui les a amenées de l'état embryonnaire de 1 à 10. Exactement. Et
on va parler là de Partech, mais si on doit on doit garder un seul de tes grands succès, ou en tout cas ce que tu dois retenir de Bain, comme ça, ça Ouais. me permet de faire le lien. C'est quoi l'entreprise ou peut-être l'anecdote que tu aurais à partager Je vais en citer deux. Je dirais que euh, j'ai travaillé sur une entreprise familiale, industrielle, qui avait des usines en France, en Italie, en Espagne, et qui Ok. était une entreprise familiale, euh, qui n'a jamais en fait fait sa véritable transformation, et qui était dans une sorte de faux plat où chaque année elle était profitable, ça se passait très bien, mais la famille récupérait une partie des dividendes de l'entreprise, mais sans forcément essayer de la faire De la faire grandir, grandir. de la faire grandir. Et on a opéré une transformation qui est extrêmement importante, d'un passage une partie de la famille est restée actionnaire avec nous, d'un passage d'une entreprise familiale à une entreprise qui avait des vraies ambitions stratégiques et opérationnelles. Donc besoin de capital. Et besoin de capital, évidemment. Capital pour transformer l'entreprise en profondeur. C'est là d'ailleurs qu'on a commencé à travailler sur tous les sujets ESG, environnement, social. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que l'outil opérationnel industriel soit plus propre. Et on a travaillé sur des nouvelles acquisitions. On a travaillé sur la croissance organique. On a lancé des nouveaux produits, des nouveaux produits notamment liés à. C'était une entreprise de packaging, donc on a lancé des produits de sustainable packaging. On a recruté un certain nombre de nouvelles personnes dans l'équipe de management pour porter ce projet. Et cette entreprise qui faisait, on va dire, en bassant 100 chaque année depuis 20 ou 30 ans, est passée de 100 à 350 en l'espace de 5 ans, via de la croissance organique, via de la transformation opérationnelle et via évidemment de quelques acquisitions. Donc un peu de croissance externe aussi. Aussi C'était un peu de vraiment croissance mix. externe Ok. qu'ils n'avaient jamais fait dans leur passé. Et ça, je dirais, le fruit à la fois de mise au service d'un projet, d'un collectif. On a réuni plusieurs fois le top 100 de l'entreprise et il fallait voir l'énergie qui se dégageait de ce top 100 et de leur ambition dans ce qu'ils voulaient faire. Top 100 qui était un mix de nouvelles personnes, mais aussi beaucoup de personnes qui étaient déjà là depuis des années et qui sont restées et qui ont voulu prendre ce nouveau projet. Et donc voilà, et donc cette aventure humaine, je pense, c'est une très belle aventure qui m'a permis à la fois pour moi, pour une des premières fois vraiment, c'était en 2018-2019, de toucher du doigt tous les sujets impact et comment est-ce qu'on pouvait mixer croissance et impact, mais à la fois aussi une aventure absolument humaine remarquable, de volonté d'aller dans la même direction d'un collectif. Et tu dirais qu'il y a eu un changement de culture d'entreprise pendant ce moment de transformation qui a été obligatoire, qui s'est opéré Tout à fait, évidemment. avec des nouveaux dirigeants ou la famille est restée Il y avait une peut-être- partie, si on regarde le top 100 ou le top 30, je dirais que la moitié était des nouvelles personnes qui venaient avec un souffle nouveau et la moitié des personnes qui étaient déjà là. On n'a pas mis, enfin, il n'y a pas eu de remplacement, hein. C'était plus des nouvelles personnes qui venaient s'ajouter pour ajouter des nouvelles compétences. Donc on a investi dans le capital humain de l'entreprise. Et oui, il y avait une nouvelle culture. Il y avait une culture d'une ambition supérieure. Il y avait une culture d'une vision différente de l'entreprise. Il y avait un certain nombre d'initiatives et d'accélérations qu'on a voulu mettre en place. Et on a en fait mis à l'échelle cette entreprise qui était européenne, qui s'est développée notamment en Amérique du Sud et aux États-Unis, qui était... voilà, on a vraiment fait un grand projet d'accélération de croissance et ces compétences-là que j'ai développées, parce que j'ai été impliqué dans un certain nombre de recrutements des personnes qu'on a recrutées, j'ai été impliqué dans un certain nombre d'acquisitions qu'on a fait, j'ai été impliqué dans toute la partie politique ESG, transformation ESG de l'entreprise. Tous ces sujets-là, c'est des briques de compétences que j'ai développées et que je mets maintenant, j'espère, au service des fondateurs et des entreprises dans lesquelles on investit. Et le
le postulat de départ, c'était est-ce que la famille avait aussi des problématiques de transmission, c'est-à-dire en gros, il faut sortir une partie de l'actionnariat parce que c'est moi ou mes enfants, c'est bon, on veut Oui, passer à il y autre avait un petit chose. peu de ça. C'est surtout que Est-ce que c'était une belle endormie Oui, qu'il c'était fallait... complètement une belle endormie. Le président de la société était quelqu'un de la famille qui était là depuis Mathusalem. une quarantaine d'années, qui a fait un très bon boulot, hein, parce que Bah, il faut l'amener jusque-là, il faut ouais. quand même l'amener jusque-là, hein, et qui à ce moment-là avait plus de 80 ans et a voulu avoir une nouvelle aventure pour son entreprise. Ok. Voilà. Tu as travaillé donc Voilà. chez Bain on va dire dans le... D'ailleurs, ça s'appelle comment ce stade de développement pour toi Bon, on appelle ça le buy-out, mais en vrai, l'ADN de Bain, c'est vraiment de prendre le sujet Belle Endormie est un bon sujet, c'est de prendre des entreprises où il y a une vraie volonté de transformation. Voilà. Et donc, je dirais que c'est des entreprises qui sont profitables en buy-out, mais avec une vraie capacité de développement et de transformation. Et donc, à l'issue de ça, tu te dis, pourtant, tu as passé un petit peu de temps chez eux, tu te dis, un matin, j'ai envie de monter plutôt un fonds d'investissement. Exactement. Donc, si je reprends mon parcours personnel, moi, sans vouloir trahir mon âge avancé, je commençais à approcher un âge fatidique. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour mon prochain chapitre je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup et l'investissement et ce côté transformation et accompagner des équipes dans la durée. Donc en fait, je voulais garder cette assise-là. Je voulais ajouter à ça une brique qui permettait, qui avait plus de sens. À ce moment-là, il y a eu... comme je te le disais tout à l'heure, on a travaillé sur cette transformation ESG de cette entreprise et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un écosystème d'entreprises. Chaque fois qu'on avait un sujet de remplacement d'une partie de notre production, la génération d'énergie d'une usine, la compréhension des enjeux de fournisseurs ou de notre empreinte carbone, etc. À chaque fois, c'était en fait des entreprises innovantes qui étaient des entreprises européennes et qui venaient adresser ce sujet. Et je me suis rendu compte, en fait, au travers de ça, qu'il y avait un écosystème d'entreprises européennes sur les sujets d'impact. Et en fait, en regardant un petit peu l'écosystème aussi investissement, on s'est rendu compte avec mon associé, qu'en fait, il y avait c'était un moment où il y avait un début de prolifération de fonds early stage et VC. Il y avait, dans le monde dans lequel j'évoluais, du buy-out, des gros fonds impact qui commençaient à se développer, les Apax Impact, les KKR Impact, mais qui, eux, avaient besoin d'investir dans des entreprises vraiment à grande échelle, hein, et qui n'étaient pas forcément ce qu'on appelle impact native. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un trou de marché entre ces deux mondes. Et on s'est dit, en fait, il manque en Europe, en tout cas à l'époque, il en manquait, il y en a très peu jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, un fonds d'envergure, grosse impact, qui fait une certaine taille et qui est capable, pas d'investir 3, 4, 5 millions dans des entreprises, mais d'investir des tickets plus importants. Nous, on investit des tickets entre 15 et 25 millions pour mettre à l'échelle ces entreprises-là et les développer et multiplier à la fois leur impact et leur création de valeur. Avec cet enjeu vraiment mis les deux, l'un équivalent à l'autre. Et donc, ce projet-là, on a commencé à y réfléchir, on l'a maturé, on a construit un début de stratégie, on l'a discuté avec un certain nombre de plateformes, on a évoqué Partech tout à l'heure, et puis on s'est dit, allez, on y va, on essaye, et puis si ça ne marche pas, on aura fait notre possible. Et puis si ça marche, on aura construit un acteur qui permet d'investir des montants importants dans des entreprises pour les mettre à l'échelle sur les sujets d'impact. Et c'est comme ça que c'est né. Et c'est comme ça qu'on a décidé de lancer Partech Impact. Voilà. Lancer un fonds, c'est pas un long fleuve tranquille. Non. Tu vas m'en dire un peu plus. Juste avant, tu as utilisé le mot impact native par rapport à d'autres fonds que tu as cités.
C'est quoi cette définition et comment toi tu vois les choses justement? Alors, nous, ce qu'on appelle impact native, c'est des entreprises qui sont nées avec une volonté d'avoir un impact qui soit environnemental ou social. C'est pas des entreprises qui se sont dit tiens, maintenant je vais me transformer Exactement. Et il y a des fonds qui investissent dans des entreprises qui sont pas forcément impact le jour 1 pour les développer sur des thématiques d'impact. C'est pas notre thèse d'investissement. Nous, on investit vraiment dans des entreprises technologiques et innovantes qui ont développé des innovations qui permettent aux chaînes de valeur de se transformer au travers des solutions que nos entreprises, dans les entreprises dans lesquelles on investit, que les solutions apportent. Voilà. Un exemple. Un exemple. Je vais prendre une entreprise de notre portefeuille pour faire un petit peu de... Donc, X-Farm, c'est une entreprise de notre portefeuille qui est dans l'agriculture. C'est une agritech. Qu'est-ce que fait X-Farm? X-Farm prend des données pour les agriculteurs. Donc, c'est une solution qui est utilisée par un agriculteur qui permet de prendre des données que l'agriculteur a dans ses sensoriels, avec des sensors, avec des capteurs qui sont sur son champ, prend des données météorologiques, prend des données géospatiales, prend toutes ces données-là et donne des conseils au quotidien à l'agriculteur sur comment irriguer son champ, où irriguer son champ, quoi mettre à quel moment comme engrais dans telle parcelle. C'est extrêmement granulaire. Et l'impact qu'a X-Farm, c'est une entreprise qui transforme l'agriculture à son échelle, c'est 20% de réduction des coûts pour l'agriculteur, c'est 20% de réduction de son empreinte carbone et c'est 20% d'augmentation de son rendement. Et ce qu'on aime beaucoup, nous, avec cette entreprise-là, et c'est un ADN qu'on retrouve dans la plupart des entreprises, enfin dans toutes les entreprises dans lesquelles on investit, c'est qu'il y a un impact CO2 clair, qui est mesuré, qui est mesurable. Je vous donne un exemple. Barilla, avant d'implémenter et de déployer X-Farm à l'ensemble de ses agriculteurs, a fait le test avec des champs avec X-Farm et des champs sans X-Farm, et les 20% que je viens de décrire, c'était factuel. C'était factuel. Donc, à la fois un impact CO2 clair et à la fois un impact pour l'agriculteur extrêmement clair, parce qu'il réduit ses coûts et il augmente du coup aussi son profit, et on connaît les enjeux de profitabilité du secteur agricole. Cette entreprise-là, elle a été créée avec ce double objectif. Et donc, elle est impact native, elle est née comme ça, elle s'est développée comme ça. C'est ça sa mission. Et c'est ça sa mission. Et là, typiquement, vous avez mis un ticket. Alors, je ne sais pas si tu peux disclose le montant du ticket, mais grosso modo, là, c'est un ticket à partir d'une quinzaine de millions. C'est ça. Et cette boîte, elle faisait beaucoup de chiffre d'affaires avant. Enfin, je veux dire, elle rentrait. C'est quoi la thèse, en fait? Parce que tu me parles du ticket que tu vas mettre, mais il faut qu'il fasse combien de chiffre d'affaires? Nous, on regarde des entreprises autour de 10 millions de chiffre d'affaires. À partir de 10 millions de chiffre d'affaires. Qui ont des fortes croissances, évidemment. Et avec un objectif d'arriver, nous, notre thèse, c'est vraiment faire passer les entreprises de 10 à 50, 100. Voilà, c'est ça le cœur de ce qu'on fait. Pourquoi 10 millions? Parce qu'on peut dire pourquoi pas 3 et pourquoi pas 35. 10 millions, on trouve que c'est un chiffre qui permet à la fois de commencer à avoir une vraie preuve que le produit et la technologie fonctionnent, d'avoir des dizaines de clients qui utilisent la solution. Et donc, nous, on aime bien aussi beaucoup parler aux clients pour comprendre un peu comment ils l'utilisent, quelles sont les forces et les faiblesses du produit qu'ils utilisent, et qui a déjà suffisamment démontré, qui est arrivé à ce stade de post-startup, pré-entreprise ou vrai scale-up, et où nos compétences et le capital qu'on apporte fait vraiment la différence. C'est-à-dire que quand on investit 15-20 millions dans ces entreprises-là, on est capable d'accélérer ou d'accompagner leur croissance. On est capable de les accompagner au niveau humain, opérationnel, tel que je décrivais tout à l'heure. Et on est capable de voir un chemin vers une entreprise qui devient mondiale, là où parfois elles sont encore européennes ou locales. Voilà. Donc vous n'investirez pas dans le développement d'une usine avec des sujets énergétiques, comme on a pu le voir avec certains dossiers qui viennent de lever 100 millions, mais qui font 0 € de chiffre d'affaires. Non, c'est pas notre thèse. Alors,
Ceci dit, j'encourage évidemment d'autres acteurs À le faire parce que je pense c'est la multiplication des initiatives qui fonctionne. Nous, on a une stratégie qu'on a développée qui répond à un besoin, je pense, et des entrepreneurs et du marché qui est celle que je viens de te décrire, qui est importante, je pense, pour apporter des solutions sur les sujets impact en Europe. Il y a d'autres stratégies qui font ce que tu viens de décrire, de financer des usines quand il y a encore zéro chiffre d'affaires dans l'entreprise. Et donc, tu te lances dans la... Enfin, vous lancez On se lance, oui. Dans la création de ce fonds Tout à et fait. la recherche de partenaires. Concrètement, c'était quoi, en 2018? C'était quand que tu... On a commencé, alors tu vois, tu vois la durée que ça prend. Hein. Ouais. On a commencé à avoir nos premières discussions et forger un premier bout de stratégie en fin 2019, début 2020. Ok. Ensuite, il y a eu le Covid. Donc, il ne s'est rien passé du tout. Hein. Donc, on était, mon associé et moi, très accaparés par nos sujets business respectifs. Donc, on a mis ça complètement en pause. On a repris la plume ou les discussions fin 2020. On a maturé ça en 2021 et on a quitté nos emplois respectifs courant 22 pour se lancer véritablement autour de l'automne 22. Voilà. L'objectif, concrètement, hein, lancer un fonds, ça veut dire présenter sa thèse à tout investisseur, limited partner, on les appelle, donc les LP. Les LP. Vous avez commencé par où? Est-ce que vous êtes parti, vous aviez déjà un LP, vous saviez qu'il y a quelqu'un allait vous soutenir? Oui, comment ça se passe? Oui, on a... surtout en growth, il faut quand même... Tout à fait. On a eu des premières discussions assez rapides avec le FEI et la BPI. Le FEI, qui est le Fonds européen. Le Fonds européen d'investissement, qui à l'époque avait vu également ce gap et voulait encourager l'investissement à impact. Et alors, la première discussion, ils étaient plutôt sur des sujets early stage et on est venu avec une thèse grosse. Et ils ont beaucoup aimé et ils ont acheté ça assez vite. Idem pour la BPI. Et ensuite, on a eu 2 ou 3 acteurs industriels et financiers qui nous ont accompagnés assez vite aussi. Je pense à Legrand notamment, qui est un de nos investisseurs, qui est une entreprise industrielle qui avait vraiment ces sujets les thématiques qu'on a dans notre thèse d'investissement sont très proches de celles qu'ils développent eux. Et qui nous a accompagnés aussi dès le premier closing. Et donc, en fait, la manière avec laquelle ça fonctionne, c'est qu'on doit d'abord trouver quelques investisseurs qui croient dans la thèse et qui n'ont pas besoin d'avoir un portefeuille déjà un petit peu constitué et qui se disent « Ok, je pense qu'ils vont y arriver ». Et donc, qui prennent un risque, même supplémentaire par rapport à ceux qui arrivent après, de nous accompagner dès le premier closing. Et donc, on a eu un certain nombre d'acteurs qui nous ont accompagnés dès ce premier closing. On a fait un premier closing à l'automne 23. Donc, ça a pris une petite année pour rassembler déjà les premiers investisseurs. Et une fois qu'on a fait le premier closing, on est en capacité de commencer à investir. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à avoir des premiers investissements. Donc, on a typiquement un X-Farm, ou un MakerSite, qui est une entreprise dans laquelle on a investi l'année dernière, ou un JREV qui est en France sur les sujets de mobilité. C'est des investissements qu'on a fait pendant la phase encore de recherche de levée. De capitaux. De levée. Ouais. Et je pense que ce qui a beaucoup plu à nos investisseurs, c'est une consistance de message. C'est-à-dire que ce qu'on a écrit, les premiers investissements étaient exactement ce qu'on a dit qu'on allait faire. Il y avait une cohérence d'ensemble dans les messages qu'on véhiculait et ce qu'on faisait, qui a fait que certains investisseurs, on leur a parlé pendant plus d'1 an et demi, voire 2 ans. Et on les voyait tous les 3-6 mois. Jusqu'au moment où, en fait, ils nous ont dit « Ok, en fait, tout ce que vous racontez est cohérent. Vous faites ce que vous dites. Vous avez une stratégie différenciante et innovante. Et les cibles dans lesquelles vous avez investi ou vous investissez démontrent que votre thèse est réelle et sont cohérents avec votre thèse. » C'est pour ça aussi qu'on a, je pense, réussi à convaincre de plus en plus d'investisseurs au fur et à mesure du temps.
Donc, on sait que c'est pas facile. Je pense qu'il y a eu ce magnifique premier closing. Je rappelle quand même que vous avez levé 300 millions. En tout cas, c'est ce que On a levé 300 vous avez millions. annoncé. Oui, tout à fait. Ce dont je me rappelle, c'est qu'il était prévu que ce closing se fasse fin 2024. En tout cas, c'était un peu l'annonce que j'ai pu lire en faisant un peu mes recherches. Finalement, ça close en 2026. C'est comme ça. Hein. Ouais. Double question. C'était plutôt mi-2025 nos objectifs et on a décalé de quelques mois, effectivement. La question, c'est plutôt déjà, est-ce que typiquement l'arrivée d'un Trump, que je disais en introduction, qui a quand même beaucoup rappelé à tout le monde qu'il n'en avait à peu près rien à faire de l'impact et de tout ce qui était lié aux énergies renouvelables, co. Sauf si c'était hyper rentable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en gros, ça a eu un impact très fort sur l'écosystème. On a vu les plus grands fonds d'investissement mondiaux réallouer une grosse partie de leurs allocations vers d'autres cibles, notamment la défense et même d'autres sujets. Est-ce que ça, dans la perception des grands LP, que sont quand même tes partenaires, ça n'a pas un impact important? Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que quelqu'un s'est retiré de ce fait, par exemple, en disant en fait, l'impact, c'est plus trop à la mode, donc j'y vais pas? Alors, je pense que plusieurs éléments de réponse. Donc, évidemment, la période de fundraising a été très compliquée, pas pour nous, pour l'ensemble de l'écosystème, qu'il soit tech et non tech. Hein. Il y a des fonds de buyout qui... sauf si tu t'es fait spécialiser dans l'IA et la défense. Voilà. Là, t'étais bien. T'étais bien, mais t'étais pas bien il y a 2 ans, et peut-être que tu ne le seras pas dans 2 ans. Tu vois, donc en fait, donc ça a été un moment compliqué. Enfin, c'est un moment compliqué en ce moment que de lever des fonds à cause des incertitudes géopolitiques, des incertitudes macroéconomiques, etc. Donc ça, c'est un premier challenge. Le deuxième challenge que tu viens d'écrire, c'est qu'effectivement, il y a eu un questionnement, je pense, d'un certain nombre de personnes dans l'industrie sur mais est-ce que l'impact investing ou le climate ont vraiment un futur? Ou est-ce qu'en fait, on en a parlé pendant 5-6 ans et maintenant on passe à autre chose? Je pense que les investisseurs sont quand même des gens... Pour répondre à ta question, on n'a pas eu d'investisseur qui a retiré ou qui a dit « moi j'arrête » ou « je ne fais plus ça », etc. Je pense que les investisseurs sont des gens qui sont quand même rationnels et intelligents. Et quand tu viens... Qui essaient de penser long terme. Qui essaient de penser long terme. En dehors des cycles. Exactement. Et je pense que nous, la manière avec laquelle on a des investisseurs américains qui ont investi chez nous. Okay. Voilà. On a le plus grand asset manager américain qui est un de nos investisseurs. On a l'un des plus gros fonds de pension australiens qui est un de nos investisseurs. Donc si tu veux... Et tu as dû aller les chercher jusque-là. C'est aussi une question que j'aimerais... Oui, on y reviendra, mais c'est des gros institutionnels qui ont des milliards sous gestion et qui investissent dans des stratégies innovantes et de technologie. Donc oui, le LP est quelqu'un de rationnel et qui réfléchit moyen et long terme. Nous, la manière avec laquelle on a approché les choses, c'est qu'on leur a expliqué que pour nous, l'impact investing, c'était des choses qui étaient... Donc nous, nos thématiques d'investissement, peut-être pour parler de ça, nous, on investit sur des sujets d'énergie. On est en plein dedans. Si tu es le pétrole avec de l'énergie électrifiée ou propre, c'est des sujets qui sont d'actualité. Sur des sujets de mobilité, on a vu toute la croissance de l'électrification du parc automobile qui est encore plus vrai maintenant qu'il l'était il y a 3-4 ans. On a investi sur des sujets de transformation des sujets de construction. On investit sur des sujets pour rendre moins coûteuses les chaînes de production et de réduire leur empreinte carbone. On investit sur des sujets de santé. Donc, en fait, la manière, les thématiques dans lesquelles on investit sont des thématiques dans lesquelles il y a des tendances de fond de très long terme et qui ne sont pas là pour disparaître
du jour au lendemain. Donc ça, c'est le premier élément qui est quand même assez important. Le deuxième élément qui est extrêmement important, c'est que nous, on a expliqué aux investisseurs, et c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, nos investissements répondent à deux choses. On n'investit pas dans des entreprises à impact qui n'ont que de l'impact. On investit dans des entreprises à impact qui ont de l'impact et qui ont une vraie création, une vraie proposition de valeur, un ROI chez leurs clients. Et ce ROI se mesure. Il se mesure soit en coût que je réduis, soit en chiffre d'affaires supplémentaire que je suis capable d'obtenir. Et donc, pour une entreprise donnée, adopter une solution des investissements ou des entreprises dans lesquelles on investit, on a un impact dual immédiat. J'ai un impact sur mes opérations et j'ai un impact évidemment sur mon empreinte carbone. Ça, c'est le deuxième élément qui est extrêmement important. Et je pense que là où il y a eu peut-être un petit peu moins d'investissement à impact sur un certain nombre de sujets, c'est vraiment sur les sujets qui ne sont là que pour des raisons de régulation ou de reporting et qui n'ont pas une vraie création de valeur ou une vraie proposition de valeur pour les clients. Et ça, très vite, nous, dans notre stratégie, on s'est dit on a toujours dit qu'on allait s'affranchir de ça et on voulait vraiment apporter de la valeur aux clients. Et cette valeur-là, elle est duale, elle est double, elle est et sur l'impact et sur la proposition de valeur et le ROI qu'elle apporte aux clients. Et je pense que ça a été de nature à convaincre nos investisseurs de nous accompagner. Et la notion de 50% du carry Ouais. et du carry interest est basée sur Ouais. Alors, nous, on a une méthodologie qui est extrêmement simple. On prend un indicateur d'impact par entreprise. Ouais. Pour démontrer un peu ce qu'on vient de dire. Bien Ce qu'on vient de dire, c'est que nous, on veut des entreprises qui ont et de la proposition de valeur pour les clients et de l'impact. Donc, on va prendre une mesure d'impact pour une entreprise donnée qui va être différente par entreprise. X-Farm, ça va être les tonnes de CO2. Voilà. Et puis, d'autres entreprises, ça peut être d'autres indicateurs. Et on va mesurer cet impact trimestriellement, on va l'auditer de manière annuelle et on va se définir des objectifs. Et cet objectif-là, de la même manière qu'on veut délivrer des retours sur investissement, on veut aussi délivrer de l'impact. Et donc, on se donne un objectif de minimum 3 fois la métrique d'impact à l'entrée de notre investissement. Donc, on s'engage à multiplier par 3 l'impact qu'a la société à la sortie versus le moment où nous, on est rentré. Et pour montrer qu'on met les deux sujets de création de valeur, de proposition de valeur et d'impact sur le même plan, on a décidé de mettre 50% de nos incentives, qui est le carré d'intérêt dans notre industrie, en lien avec l'atteinte de cet objectif-là. Donc, s'il y en a un qui n'est pas atteint, s'il y en a un qui n'est pas atteint, s'il n'y a pas d'impact, 50% s'il n'y a pas d'impact, sort. On a 50% en moins, de manière simplifiée, 50% en moins de notre carré interest. Et ce manque en fait, on a une méthode, on a défini des process avec nos investisseurs, on le distribue à des fondations. Donc ça ne va pas dans la poche des investisseurs, ça va pas dans la poche de quelqu'un d'autre, ça va vraiment à des fondations. Si on le fait pas. Si on le fait pas. Ok. Et si on le fait. Si on le fait, après, chacun libre à nous d'investir, de faire ce qu'il a envie de faire, de donner des sous à des fondations, ce qu'on fait d'ailleurs déjà, mon associé et moi et d'autres personnes dans l'équipe. Et pourquoi le temps file là, je vois, il nous reste à peine une dizaine de minutes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Partech parce qu'on le disait un peu en introduction, mais du coup, comment vous en êtes arrivé à rencontrer ces personnes-là et puis j'aimerais bien que tu me parles un peu de la singularité de votre fonds en termes growth, parce qu'il y a quand même des acteurs, pas tous les cités, mais des Mirova, des Meter, c'est pas assez gros, mais quand même, et d'autres qui interviennent sur ce secteur un petit peu. Et c'est qui la concurrence des fonds en growth comme ça? Alors, peut-être la première question sur pourquoi Partech, je pense que c'est trois raisons. La première, c'est vraiment le côté innovant et de Partech qui a lancé de nouvelles stratégies. On a lancé une nouvelle stratégie innovante. Je pense qu'on fitait bien dans cette galaxie. La deuxième, c'est qu'il y avait vraiment... Partech n'a pas de impact, mais early stage. Non, mais Partech a fait des investissements à impact dans son passé. Ça, c'est sûr. Ecovadis en est un exemple. Mais est-ce que... du coup, c'est quelque chose qui risque d'arriver ou... Le fonds seed de Partech a fait des investissements à impact dans le fonds actuel. Mais c'est pas sa thèse.
c'est une thèse, la thèse du FONSID, c'est une thèse généraliste, sur des innovateurs, disrupteurs de leur industrie. Et il y en a sur les sujets impact, il y en a sur les sujets IA, il y en a sur les sujets espace. Et donc, ils ont des investissements impact, ils ont des investissements IA. Et tu peux te retrouver à financer un fonds Alors, qui a été... on essaye d'éviter de faire des investissements entre fonds pour des raisons de conflit d'intérêts. Mais il y a des entreprises de leur portefeuille, typiquement CO2 AI, qui est dans le portefeuille du site, qui est une entreprise à impact sur les sujets de décarbonation. Ok. Donc, innovant. Et puis avec un ADN aussi d'avoir déjà fait des investissements à impact. 2, c'est un fonds. Nous, on avait une thèse très technologique dans notre thèse d'investissement. On est très convaincu qu'une partie de la solution, pas toute la solution, mais une partie de la solution viendra de solutions technologiques et d'innovation. Et donc, on rentre dans l'écosystème de la tech. Et dans l'écosystème de la tech, la marque Partech résonne extrêmement bien et extrêmement forte sur ces sujets-là. La troisième raison, c'est question de fit humain. Hein. On a rencontré des personnes avec qui on avait envie de travailler. Et en qui on avait confiance et qui avaient confiance en nous. Et donc, le mélange de tout ça nous a positivement... Mais c'est quoi? C'est une association? C'est quoi? On est associé de Partech. On a chaque fonds et chaque stratégie de Partech a une stratégie d'investissement différente qui lui est propre, à ses investisseurs qui lui sont propres. Et ensuite, on est tous sous une même marque. On partage un certain nombre il y a une équipe légale chez Partech qui est extrêmement forte, qui soutient l'ensemble des fonds. On a une équipe finance qui est une équipe évidemment relations investisseurs qui nous a beaucoup accompagnés pendant la levée et qui est extrêmement forte. Voilà, on a un certain nombre d'équipes qui soutiennent l'ensemble des fonds. C'est ça la force d'un Partech. C'est ça la force d'un partnership et d'une plateforme. Ok. Vous êtes positionné sur le growth. Oui. C'est ta question sur la concurrence. Ouais. Écoute, la réalité, c'est que des fonds de 300 millions qui font des tickets tels que je l'ai décrit, etc., en Europe, il doit y en avoir il y en a assez peu. Ça se compte sur les doigts d'une main? Ouais, sur les doigts d'une main. Okay. Sur les doigts d'une main. Pourquoi? En fait, peut-être qu'il n'y a pas la profondeur de marché. Non, la profondeur de marché, elle est là. Ok. Et elle est de plus en plus là. En fait, les fonds grosses historiques qui sont nés il y a 10-15 ans, ils ont tous grandi avec... à l'époque, c'était la thèse de la digitalisation. Ouais. Qui maintenant, on est dans la phase de l'IAisation. Ouais. Donc, la thèse de la digitalisation des entreprises. Il y a eu un certain nombre d'entreprises innovantes qui ont accompagné cette digitalisation. Il y a eu des fonds grosses qui sont nés. Et ces fonds grosses, ils ont commencé autour de la taille qu'on fait actuellement, autour de 300, 400 millions. Et puis, ils sont allés très vite vers 600, 700, 1 milliard. Donc, eux... les tailles d'entreprises dont on parle et dans lesquelles on investit, elles sont possiblement encore un petit peu petites pour ces fonds-là. Ceci dit, il y en a qui essayent évidemment quand même de rentrer dans certains de nos investissements, mais en tout cas, ce n'est pas leur cœur de thèse. Les fonds early stage que je viens de décrire sont des fonds qui mettent des tickets de 1 à 5 millions pour vraiment lancer ces entreprises. Donc des fonds qui ont notre taille et qui ont cette capacité d'investir 15-20 millions, il y en a assez peu en Europe, ça se compte sur les doigts d'une main. Du coup, vous êtes souvent seul? Souvent, on est... Alors, on a de la concurrence, mais on est souvent on est régulièrement le partenaire de choix des fondateurs et des entrepreneurs dans lesquels on investit. Ce qu'on appelle le lead. On est dans les très opérations. souvent le lead dans les opérations. Et il y a quelques follow pour des tours de table. Parce que les tours de table, quand vous mettez entre 15 et 20 millions, c'est des tours de table qui font quoi? 30, 40? En général, c'est autour de 30, 40, ouais. Ok. Et je pense qu'en effet, il y a un gap et encore... bravo, c'est vraiment une super aventure que vous êtes en train de vivre et de créer. La question que je me pose, c'est
avec ton regard, justement, toi qui viens du buy-out, qui maintenant va dans le growth, qui descend dans la chaîne du financement, alors que tout le monde monte. Tout le monde est en train de se décaler un petit peu parce qu'il y a des histoires de risque, tout simplement, où le risque, plus on va tôt dans la chaîne du financement, plus c'est risqué. Et là, c'est quoi un peu ta perception, et notamment dans l'impact, vis-à-vis de tous ces fonds early stage qui ont de plus en plus de mal à lever ou qui ne lèvent pas beaucoup, et même de manière générale, early stage et encore pire, early stage à impact, justement, il n'y a pas de gros montants comme 300 millions d'euros qui sont levés. Là, on comprend bien que c'est parce que si on rationalise, ça veut dire que tu vas investir dans 5-6 boîtes, quoi, ou une dizaine de boîtes pour ensuite réinvestir des tickets. J'imagine que ça va être un peu ça votre approche à vous. Enfin, nous, notre approche, c'est investir dans 12 à 14 entreprises. Voilà, tu vois. Et c'est un portefeuille plutôt resserré, là où un fonds early stage va être beaucoup plus large. Vous allez être beaucoup plus investi dans vos boîtes. C'est des boîtes qui sont rentables, tu vas les aider à transformer. D'ailleurs, c'est quoi l'objectif? C'est de faire aussi des x3, x4? Oui, on vise les meilleurs retours d'un fonds classique, de grosse généraliste. Et donc, c'est quoi ta perception du fait qu'il n'y a plus d'early stage, en fait? Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça alors, avec ta casquette? Alors, déjà, nous, on en voit quand même des fonds early stage. C'était pas ce qu'il y avait il y a 20 ans. Et on en voit, sur les thématiques d'impact, il y en a plus que 150 en Europe. Alors, il y en a... En fait, la manière avec laquelle ils se sont structurés, ces fonds-là, ils se sont structurés soit sur des thématiques très spécifiques, et dans ce cas, ils sont pan-européens. Mobilité, énergie, industriel, décarbonation, éducation. Soit ils se sont construits sur une thématique plus généraliste d'impact, mais dans ce cas, ils sont surtout locaux et dans un seul pays, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Mais donc des fonds comme ça qui font entre 50 et 120, 130 millions d'euros en Europe, on en voit beaucoup quand même. Là où tu as raison, c'est qu'il y en a certains qui ont un portefeuille qui a été un petit peu... il y a certains fonds qui sont très bien et qui ont des super portefeuilles et qui n'ont aucun problème à relever les fonds 2, 3, 4, 5. Et il y en a d'autres qui ont un tout petit peu plus de mal. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que tu vas avoir sans doute qu'il y a un certain nombre de fonds qui ne vont pas avoir la capacité à relever un fonds successeur. Mais je pense que cet argent à impact, cet impact investing, il est là pour exister dans la durée et que les fonds qui ont réussi à construire des portefeuilles robustes d'entreprises qui ont vraiment ces propositions de valeur dont je parlais tout à l'heure vont sans doute continuer à exister, grandir au fur et à mesure du temps. Et donc peut-être que tu vas avoir un peu moins de fonds dans le futur, mais je pense que le montant et les euros sera toujours là. Et donc toi, tu perçois pas de problème de profondeur de marché, simplement parce que comme il y a beaucoup moins peut-être d'investissement en early, par la force des choses, tu auras moins de profondeur de marché en growth ou en late stage, quoi. Nous, on le voit pas du tout. On le voit pas du tout en ce moment. Au contraire, pour être honnête, on a notre pipeline des 12 derniers mois n'a jamais été aussi riche. On a des entreprises qui performent très bien sur des sujets climat notamment. Et donc toutes ces tendances de fond dont je parlais tout à l'heure, en fait, elles sont réelles. Elles sont là pour durer. Et il y a besoin de financement pour les accompagner. Après, nous, on a envie qu'il y ait plus de financement. On a envie qu'il y ait de plus en plus de financement qui va faire ces entreprises, qui apportent des solutions technologiques aux problèmes contemporains. C'est quoi la prochaine étape pour vous ? Nous, là, pour l'instant, on se concentre sur trouver des belles entreprises dans lesquelles investir et accompagner les entrepreneurs des entreprises dans lesquelles on a déjà investi. Voilà, c'est vraiment on va rester focus. Le focus et évidemment développer et faire grandir nos équipes qui nous ont donné la chance de nous rejoindre. Donc voilà, c'est vraiment
On continue évidemment de... Nous on a une relation avec nos investisseurs qui est extrêmement forte, extrêmement importante, qui est très riche parce qu'on a des investisseurs avec des investisseurs qui connaissent très bien ces problématiques et donc avec qui on engage. Et donc nous, vraiment, notre temps, on le consacre à discuter et travailler avec nos investisseurs, investir dans des nouvelles entreprises et accompagner nos entreprises pour qu'elles deviennent des champions de l'impact au niveau mondial. Est-ce que j'aime bien pouvoir te permettre d'ajouter et de répondre à une question à laquelle je n'aurais pas pensé ou que j'aurais oublié dans le cadre de cet échange et un sujet que tu aimerais aborder? Écoute, je pense que tu m'as bien challengé. Donc, non, merci déjà de m'avoir invité. J'ai trouvé la discussion super. Merci pour ton temps. Et j'espère que ça intéressera tout le monde de continuer à accompagner cet écosystème. J'en suis persuadé, merci à toi. J'ai profité quand même d'une dernière question. Si tu avais un conseil à donner à un investisseur, là tu changes de casquette, tu n'es plus dans le growth, tu es un investisseur, tu t'intéresses au monde, peut-être que tu l'es d'ailleurs en tant que particulier, investisseur dans plein de startups. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi le plus important pour toi? Est-ce que tu as un ou deux tips? Moi, en général, et ça dépend du niveau de maturité de l'entreprise, évidemment, mais j'ai fait et je continue un petit peu à faire des investissements au niveau personnel. C'est juste l'humain. Est-ce que C'est le art. C'est l'art. Non, mais est-ce que la personne ou les fondateurs ou le fondateur a à la fois cette vision pour son entreprise, mais aussi cette capacité de se remettre en cause lui-même si jamais il voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que le succès d'une entreprise donnée est rarement le modèle opérationnel ou le modèle business qui avait été imaginé par les fondateurs au tout début. Ça a évolué, et ceux qui y arrivent, ce sont ceux qui sont capables de se rendre compte de ça et d'adapter leur modèle, qui soit business, qui soit opérationnel, qui soit proposition de valeur, et la résilience. Voilà. Et donc, je sais vraiment passer du temps avec ces personnes-là pour voir un peu qu'est-ce qu'ils ont, qui ils sont vraiment et si les choses vont un peu moins bien à certains moments de la vie d'une entreprise, comme ça arrive dans toute start-up, comment est-ce qu'ils appréhenderont les choses et comment est-ce qu'ils adapteront leur problématique. Et justement, un piège à éviter que tu aurais peut-être déjà vécu Oui, je pense que investir juste sur on l'a dit tout à l'heure, juste sur des tendances à la mode ou de fond, tendances plutôt à la mode qui peuvent partir comme revenir, je pense qu'il faut faire attention à ça. Donc, pas de comportement moutonnier. Voilà. Et c'est d'éviter exactement. de suivre les tendances. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Rémi, pour ton temps. Je te souhaite le meilleur pour la suite et je te dis à très bientôt. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. À bientôt.